la femme deviendra dans la société tout ce qu'elle sera capable d'être. Cette citation est issue de la plume d'une Vosgienne. Découvrons ensemble qui se cache derrière. Plongeons dans l'histoire de la première femme bachelière. L'histoire de notre héroïne commence dans la Vosges, un 26 mars 1824, où elle voit le jour dans la famille d'Aubier en tant que 8e enfant. Son père, Jean-Nicolas Bernardin d'Aubier, était le directeur de la manufacture royale de Bain-les-Bains. Julie Victoire n'y passera cependant que la première année de son existence, son père mourant l'année suivante de sa naissance. C'est l'aînée de la famille qui reprend la manufacture, mais sa mère, Victoire d'Aubier-Colléeul, maintenant veuve, réhabilite 2 maisons qu'elle possède à Fontenoy-le-Château, les assemble et y emménage avec les 6 de ses enfants. C'est donc à Fontenoy que Julie Victoire passera son enfance et prendra pour la première fois goût aux études. Inscrite à l'école de filles de Fontenoy, ses premières leçons sont plutôt simples pour elle. Ce qu'elle préfère, c'est suivre les cours particuliers de ses frères auxquels elle a la chance d'assister. Elle fait ainsi connaissance du latin. Riche des enseignements qu'elle aura reçus, elle prend à 20 ans la décision de passer à Épinal son certificat de capacité, alors à l'époque le seul diplôme autorisé aux femmes. Les épreuves écrites et orales ne sont alors qu'une formalité pour Julie Victoire, qui est reçue et obtient son diplôme où est mentionné qu'elle a fait preuve de la capacité requise pour donner l'instruction primaire supérieure. Dans cette continuité, elle accepte un poste de préceptorat dans la famille Krantz, des papetiers de Decelles, alors en bon terme avec la famille d'Aubier. Elle part par la suite enseigner à Fribourg, perfectionnant ainsi son allemand, mais s'établit finalement dans la capitale française, Paris, où elle enseigne le programme des lycées aux enfants du gouverneur de la Banque de France. C'est en 1853 qu'elle commence à suivre des cours de zoologie et de botanique au Jardin des Plantes. Geoffroy Saint-Hilaire l'autorise à se promener dans le musée d'histoire naturelle, quand elle le souhaite, ce qui lui permet d'assimiler bien plus de connaissances. En 1858, l'histoire de la première bachelière prend enfin son véritable début. En effet, l'Académie de Lyon et Arlès Dufour instaure un prix pour un concours, avec pour thème la condition des femmes dans la société et surtout sur les différences de salaire. Julie Victoire rédige alors un manuscrit et remporte le concours et les 1500 francs de récompense, ce qui lui permet de sortir son livre « La femme pauvre au XIXe siècle ». Le succès de son livre lui permet de nouer des relations importantes au sein de la société française, relations qui lui ouvrent les portes de l'inscription au baccalauréat. Les épreuves ont lieu à Lyon, place des Terreaux, en 1861, et Julie Victoire reçoit peu de temps avant le jour J une lettre dans laquelle on lui propose de passer les épreuves seule, afin d'éviter d'attirer trop de curieux. Proposition qu'elle ne recevra jamais, car la lettre lui sera livrée bien trop tard. Cette année-là, il y aura 11 reçus et 11 non reçus, et vous l'aurez compris, Julie Victoire sera parmi les reçus. La voilà donc détentrice du baccalauréat mention assez bien, faisant alors d'elle la première bachelier de France. Et je précise bien bachelier, car à l'époque, le mot bachelière n'avait pas la même signification, et définissait une femme de petite vertu. Cet événement singulier, pour l'époque, fera le tour de la France et sera largement salué dans la presse nationale. Cependant, les hommes commencent à craindre que de plus en plus de femmes suivent le chemin de Julie Victoire. On est donc obligé de les rassurer dans la presse en leur expliquant que ce n'est pas parce qu'une femme a passé le baccalauréat que toutes les femmes vont quitter le ménage et la couture pour suivre ce même parcours. Imaginez ce discours à notre époque. Invraisemblable. Quand on demande son avis à Julie Victoire, elle répond la même chose qu'elle a écrit dans sa lettre à Elizabeth Anderson, la première femme médecin du Royaume-Uni. En France, j'aime à le dire, pour l'honneur de mon pays, l'initiative sociale nous manque ici, beaucoup plus que la liberté, car j'ai été admise l'année dernière à l'examen du baccalauréat pour la faculté de lettres de Lyon, sans faire de demande exceptionnelle. J'ai rencontré partout cette innovation, une bienveillance impartiale et des sympathies généreuses dont je ne saurais trop remercier ma patrie et mon siècle. Par la suite, le succès de son livre, La femme pauvre au XIXe siècle, dépasse les frontières françaises et est maintenant lu aux États-Unis et en Angleterre, à la suite d'une traduction de ce dernier. Elle présente également bon nombre de conférences, elle écrit sans cesse de nouveaux articles. Sa notoriété grandit rapidement, ce qui la pousse à sortir un second livre, celui-ci sur l'instruction des filles en primaire. Plus critique, vient s'attaquer à un problème qui lui tient à cœur,
le fait que les religieuses puissent enseigner alors qu'elles ne possèdent aucun diplôme. Quelques années plus tard, en 1867, se tient l'exposition universelle de Paris. L'empereur Napoléon III en personne souhaitera pour l'occasion la récompenser pour l'ensemble de son travail. Son combat pour la condition des femmes prend un nouveau tournant lorsqu'elle commence à mener des batailles pour instaurer le droit de vote aux femmes. À l'époque, elle habite à Paris, aux prestigieux Champs-Élysées. En 1870, elle en profite et écrit une lettre au maire de son arrondissement, Hippolyte Carnot. Dans cette dernière, elle y grave à l'encre. Monsieur le maire, les États-Unis, l'Angleterre, pour admettre les femmes au vote, doivent réformer les lois applicables aux hommes seuls. Grâce à l'égalité civile proclamée en 1789, le texte de nos lois s'applique sans exception de sexe à tous les Français, les veuves et les filles majeures en particulier, acquis en impôts comme Français, peuvent se prévaloir de ce titre pour s'inscrire sur les registres électoraux. Leur abstention, motivée autrefois par l'irresponsabilité des fonctionnaires publics, n'a plus aujourd'hui de raison d'être. Selon elle, toute personne payant des impôts en France possède inéluctablement le droit de vote, les femmes y compris. Cette action avait pour objectif d'inciter plus de femmes à écrire le même genre de lettres au maire de leur arrondissement, mais finit par mourir dans l'œuf, le siège de Paris étant un événement bien plus important à l'époque. Elle monte alors une association pour l'émancipation progressive de la femme avec le financement d'Arlès Dufour que l'on a déjà abordé précédemment. Elle édite de nombreuses brochures dans lesquelles des personnalités de tous les horizons écrivent, comme Victor Hugo. Certaines seront même interdites ou censurées. Le siège de Paris fini, elle se lance dans un nouveau projet, l'obtention d'une licence en lettres. La Sorbonne de Paris accepte. Cependant, une condition vient se glisser. Elle peut s'inscrire, mais elle n'aura pas le droit d'assister aux cours. Cette décision ne la démoralise pas et peut compter sur le soutien de nombreuses personnes qui lui apportent une grande aide. Elle peut notamment compter sur le soutien de Francisque Bouillet, qui avait organisé le jury de Lyon du baccalauréat de 1861, ou encore Eugène Manuel, alors chef du cabinet du ministre de l'Instruction publique, qui lui donne des conseils dans le choix de ses lectures. Il lui donnera également le contact d'Arsène Darmesteter, un brillant licencié et spécialiste des langues anciennes qui lui donnera des cours particuliers. Pour se retrouver au calme, elle retourne à Fontenoy-le-Château pour préparer au mieux sa licence. Ses efforts sont récompensés et elle obtient en 1872 sa licence accompagnée d'une lettre de félicitations du ministre lui-même et lui offre un lot de livres. Ce ne sera cependant pas la première femme licenciée de l'histoire. Emma Chenu l'aura obtenu avant elle en 1868. Cependant, on le sent. Julie Victoire s'affaiblit petit à petit et commence à rester de plus en plus longtemps à Fontenoy, où elle prépare maintenant son doctorat sur le sujet « La femme dans la société romaine ». Malheureusement, elle n'ira pas au bout et finit par mourir sur sa table d'études à Fontenoy-le-Château. Elle finit par être enterrée aux côtés de sa sœur Julie et de sa nièce Mathilde. Elle aura ainsi vécu toute sa vie en menant un combat farouche pour l'émancipation des femmes. Elle aura prouvé aux yeux du monde que les hommes ne sont pas les seuls à pouvoir accéder aux connaissances et aux diplômes. En 1895, elle fera son entrée dans le dictionnaire et une vingtaine d'écoles porteront son nom, ainsi que des résidences universitaires remplies de femmes, un constat qui l'aurait à coup sûr enchanté.